Bonjour, Madame, Messieurs, merci de nous retrouver sur DBS Télévision pour cet autre numéro de Rétromag, revisiter et débattre sur quelques sujets d'actualité de cette semaine. Voilà qui va constituer le plat de résistance de cette édition de fin de semaine. Une semaine qui aura été riche en activités mais aussi en actualité. On n'a qu'à parcourir les tabloïds de cette semaine. Affaire Monseigneur Bala Benoît. Le corps a finalement été réceptionné lundi 17 juillet par le clergé, un épisode qui ne met pas fin au feuilleton qui oppose la conférence épiscopale nationale du Cameroun aux autorités en charge des enquêtes sur la disparition du prélat. La famille cléricale persiste et signe. L'évêque de Bafia a été brutalement assassiné. Une plainte sera ou a déjà d'ailleurs été déposée, nous dit-on, contre X pour que vérité soit dite. Droit de terre au Cameroun, la fusion SOCAM et CMC, toujours au cœur de l'actualité. Cette fusion sera-t-elle à même d'assainir le secteur et mettre fin à la guerre des clans? Une interrogation et bien d'autres qu'on est tenté de soulever et qui pourront trouver des réponses au cours de ce numéro de Rétromag. En sport Cannes Cameroun 2019, Ismaël Bidounkpat et l'ambassadrice d'Italie au Cameroun, Samuela Isopi, se sont succédés sur l'estrade cette semaine, alors que les inquiétudes sont palpables sur les visages des Camerounais, a rassuré Pierre Ismaël Bidounkpat, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Je cite, « La Cannes 2019 ne va pas échapper au Cameroun ». Fin de citation. Dans le même temps, apprend-on, à cause du retard qu'accuse le Cameroun dans la construction des stades, l'Algérie aurait déjà, entre autres candidats, contacté la CAF pour abriter la grande fête du football africain. Mesdames, Messieurs, voilà pour ce qui est de la titraille. Installez-vous confortablement car du choc des idées dans un instant jaillira à coup sûr la vérité. Et c'est ici dans Rétromag sur votre chaîne DBS Télévision. La suite, c'est tout de suite. Retour donc sur ce plateau de Rétromag pour son envol véritable. Et d'entrée de jeu, il mérite un accueil chaleureux. Ce sont les panélistes de cette édition. Je vais commencer par ma gauche. Nous avons M. Charles Fassimogwe. Il est inspecteur pédagogie régional. C'est sa première fois de passer sur le plateau de DBS Télévision. Bonjour et bienvenue à DBS Télévision. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre télévision. Merci. Et juste à côté de lui, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Il est journaliste, éditorialiste, écrivain et coordonnateur de DBS Télévision. Bonjour, monsieur Hubert Etundi Bialimi. Bonjour Serge Luc Nan. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous font l'amitié pour ce week-end, un week-end d'information. Bonjour aux panélistes. Apparemment, il y a un qui ne répond pas encore à l'appel. Peut-être qu'il va arriver. Certainement. À ma droite, nous avons un artiste musicien. Et vous vous demanderez certainement pourquoi il se retrouve sur ce plateau. La fusion CMC-SOCAM nourrit encore l'actualité. Rogis Tintor, bienvenue sur Rétromag. Merci à toi Serge et bonjour à tous les téléspectateurs. Ok. Mesdames, Messieurs, vous constatez que le panel est assez pertinent pour débattre et apporter la vérité. C'est tout de suite après cet intermède. Alors, après la guerre des sorties, les communiqués et correspondances, Monseigneur Bala décédé de suite d'une probable noyade, Monseigneur Bala décédé de suite d'un assassinat brutal, le corps a finalement été réceptionné par l'épiscopat camerounais. Alors, on a envie de dire c'est un ouf pour le gouvernement, puisque quoi qu'on dise, ça commençait déjà à devenir comme une épine dans la chaussure de nos dirigeants, monsieur l'inspecteur régional. C'est vrai que c'est une situation qui semble s'arranger, comme vous le dites si bien.
Mais j'ai envie de penser que d'autres problèmes se posent qui sont plus importants. Parce que quand dans une affaire comme celle-là, il y a 2 sons de cloche, il y a d'un côté le clergé qui persiste et signe que l'évêque a été assassiné. De l'autre, le gouvernement qui dit exactement le contraire. Je n'ai pas l'impression qu'on soit sorti de l'auberge. Mais ce que je dis, à tout prendre, c'est que on a envie de douter un peu des conclusions gouvernementales. Parce que la base sur laquelle s'appuient les évêques, vous savez, le communiqué qu'ils ont commis il y a quelques semaines, dans lequel ils disaient formellement que l'évêque a été assassiné, rappelait d'autres prélats qui ont été assassinés depuis des décennies et dont les enquêtes n'ont jamais abouti. Je ne suis pas de la police, je ne suis pas non plus Dieu pour savoir ce qui s'est passé exactement, mais quand on rappelle ces faits-là, on a envie de croire qu'il y a eu de légèreté dans le passé. Et cette légèreté amène les gens à dire n'importe quoi. Pour l'instant, je peux m'en tenir là. Ok, il y a donc eu légèreté. Certainement, nous allons nous dire les choses sur ce plateau. Augustin Thor. Vous savez, le drame, quand on est sur un plateau comme celui-ci, en tant que simple membre de la société civile, membre acteur de la société civile, et nous n'avons pas autorité pour parler à la place des autorités compétentes, c'est-à-dire les enquêteurs et ceux qui sont censés légalement s'occuper de cette affaire. Mais seulement en tant que membre de la société civile, nous avons quand même une analyse personnelle à faire qui, même si elle ne revêt pas l'autorité requise, nous avons une conscience pour juger. Croyez-moi, les informations que nous avons reçues, vraies ou fausses, nous laisse quand même croire qu'il y a quelque chose de trouble dans cette affaire. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il a été suicidé? C'est la question qu'on a en droit de se poser quand même après tout ce qu'on a pu voir, la série de communiqués dont vous avez parlé. Aujourd'hui, je vais abonder dans le sens du monsieur en face, dont je n'ai pas retenu le nom, je m'excuse. Monsieur Fassi. Monsieur Fassi. J'abonde dans ce sens pour dire que quand même, au bout de cette succession d'événements et d'informations, on est en droit de douter quand même des conclusions officielles de l'enquête. Je le dis, sans autorité bien sûr, sur la base de ma simple analyse. Les prélats persistent et signent, ils disent qu'il y a eu assassinat. Sur quoi se font-ils? Ils ont nécessairement de bonnes raisons de le penser. Et le doute se pose à quel niveau? Vous parliez tout à l'heure de doute. Écoutez, la manière dont on nous a présenté le suicide de Monseigneur Bala laisse quand même droit au doute raisonnable en la matière. Ce monsieur, je parle de ma propre analyse, hein, oui. Ce monsieur est évêque à Bafia. Il va se suicider. Je précise que quelque temps auparavant, il a perdu son bras droit, voilà. Il décide de se suicider. On ne cherche pas à savoir pourquoi il a décidé de se suicider, ça c'est une autre histoire. Il part de son évêché. Autour de 23h, il démarre sa voiture. Traverse Onbessa, il est au volant de sa voiture, esquive soigneusement toutes les voitures sur la route, arrive sur le pont des Bebda, donc vers Obala. Il fait tout ce trajet. Alors qu'il y a 1000 autres moyens de donner fin à ses jours. Il arrive sur le pont, descend de voiture tranquillement, se jette dans l'eau, non sans avoir pris le soin de laisser un mot pour dire, je veux dire quand même que ça c'est une histoire quand même rocambolesque. on peut légitimement s'interroger, mais l'enquête a été menée par des personnes compétentes en la matière. Leurs conclusions ont été rendues publiques. Mais je dis que, comme en face, vous avez un clergé dubitatif qui, sur la base forcément de certains éléments, leur possession également, s'oppose à ces conclusions officielles. Je pense que cette histoire est loin d'être terminée. Mais pour le repos, quand même, de Monseigneur Bala, je pense qu'il vaut mieux
pour le moment marquer une pause, enterrer le prélat et poursuivre l'affaire. Ok, avant d'entrer dans les méandres de ce décès, je vais me retourner vers monsieur Etundi pour lui poser la même question. On a envie de dire que c'est un ouf pour les autorités puisque le corps a finalement été réceptionné. D'une manière ou d'une autre, peut-être a priori, mais je ne sais vraiment pas de quelle autorité vous parlez, des autorités de la République, de l'État. De la République, le gouvernement. Il me semble qu'il y a des confusions terribles dans cette affaire. Des confusions dans la compréhension même de ce qui se passe, des confusions dans la compréhension des structures ou des superstructures. Oui. Beaucoup disent l'État, d'autres disent le gouvernement. Mais en principe, il me semble, à tous égards, que lorsque la disparition est constatée et que le gouvernement donc de la République met en branle les recherches, lorsque le corps est retrouvé, l'affaire est de la compétence de la justice. Tout à fait. Puisque lorsqu'une enquête est lancée par un procureur de la République, on suppose que ce procureur met en branle tous les officiers de police, de gendarmerie et tout ça, de sa zone de compétence. Donc, on n'a pas affaire là, parce que il y a, peut-être le temps peut même nous manquer, mais il y a drôle de confusion dans ce pays où les gens disent n'importe quoi, dans n'importe où, bras de fer entre l'État et l'Église, machin. L'administration qui est compétente dans cette affaire, du moins encore pour l'instant, ou peut-être que le gouvernement lui-même, par le porte-parole du gouvernement, prendra la parole un jour, c'est la justice. C'est Kléber Fils Ntamak, le procureur de la République, près les tribunaux du centre, qui a déclenché l'enquête, dont l'affaire est dans ce ressort. Oui. Évidemment que, comme nous sommes aussi dans une république où, dès que quelque chose arrive, chacun perçoit ça dans les fins de règne, dans le gouvernement, l'État qui va partir, et du coup on se trouve dans une embrouillamini qui ne dit plus son nom. Son nom. De l'autre côté, on a affaire à l'Église, mais précisément à la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Voilà les deux entités. Oui. On peut même mettre, on n'a pas besoin de mêler où le président de la République, machin. C'est pas le président qui mène l'enquête qui a été lancée. Je veux faire même d'abord une précision. Laquelle? Celle qui transparaît clairement dans le dernier communiqué en date que nous avons du procureur de la République près les tribunaux du centre, Kléber Ntamak Fils, oui, qui dit que les enquêtes se poursuivent. C'est-à-dire son dernier communiqué, il faut le relire. Il précise bien que les perquisitions ont été faites, les enquêtes se poursuivent. Donc jusqu'à ce moment-ci, où en fait modestement et très humblement moi je parle, enquêteur journalistique des faits ou investigateur, l'enquête n'est pas terminée. À moins qu'on nous sorte un autre communiqué. Dans ce même communiqué, il est dit, selon la dernière autopsie de l'expertise étrangère menée par M. Tsukos, oui, que la cause probable de la mort, c'est la noyade. Deuxième élément de ce communiqué. Dans ce communiqué, il n'a pas été ouvertement dit, puisque le premier... dans ce communiqué, troisième élément, il est dit que le corps est à la disposition des évêques. Oui. Mais l'on sait le rendant qu'il y a eu pendant que les évêques préparaient la conférence épiscopale de la CERAC, de l'Afrique centrale. Les évêques ont donné leur position. On se souvient de la petite phrase de Monseigneur Samuel Cléda, qui est le président de la conférence. Il avait dit le corps ne disparaît pas. Maintenant, les évêques, avant de recevoir le corps, ont exigé que le corps soit identifié.
Le corps a été formellement identifié. Je m'imagine que avec la présence... Je suis un peu désolé lorsqu'on veut mêler l'État là. C'est-à-dire, quand on dit l'État de manière confuse, c'est là où il y a problème. Naturellement, avec ceux-là qui sont les patrons du dossier, c'est-à-dire procureur de la République, près des tribunaux du centre. Mais ils représentent comme l'État à ce niveau. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Oui. De manière raisonnable. Oui. Restons dans le rationnel et restons dans l'objectif. L'État, c'est une superstructure qui, en principe, si on peut prendre une définition, qui est le rationnel, qui est le sacré, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de la gestion, de l'organisation, de toute la sécurité des biens de la cité. C'est ça l'État. L'État est abstrait. Donc, abstrait et tout ça. Abstrait, oui. Donc on peut arriver à dire que l'État c'est vous, c'est nous. Mais maintenant, quand on a affaire à une situation, il faut la circonscrire. Ici, c'est la justice. Tout à fait. Cette confusion-là, personne ne l'a jamais dit, mais ici, c'est la justice. Qu'on aille n'importe où, c'est la justice qui représente donc l'État. Parce que quelque part, il faut faire attention. L'Église, c'est une structure qui a pratiquement au-delà des mécanismes de justice, c'est-à-dire des mécanismes régaliens et tout ça, qui accomplit les mêmes missions que l'État. Il faut faire attention, parce que l'Église a un peuple. Ils ont un peuple. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au stade actuel, la justice, le procureur du centre ne nous a jamais dit que les enquêtes sont arrêtées. Nous sommes à une phase c'est-à-dire il y a eu une conclusion à une phase. Maintenant, est-ce que les enquêtes se poursuivent? J'ai lu tous les tabloïds là. Personne ne va même dans ce sens-là. Pourquoi en principe, le journaliste devrait interroger le procureur de la République près des tribunaux du centre ou tout au moins s'enquêter sur la poursuite des enquêtes. Les enquêtes, c'est des éléments discrets, ça dit que c'est dans la discrétion. Mais on doit savoir que dans son communiqué, il a dit que les enquêtes se poursuivent. Et maintenant, et c'est ça votre question, elle vient après, puisque aujourd'hui, les enquêtes se poursuivent, l'Église veut savoir la vérité. Oui. Et maintenant, l'Église ne se constituant pas justice, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se faire justice à elle-même, même si elle doit affirmer un certain nombre de choses, elle doit se référer à la justice. C'est pour ça qu'elle a dit dans son communiqué à elle aussi, qu'après avoir réceptionné le corps et programmé les obsèques qui sont fixées pour le début du mois d'août, du 2 au 3 août. Voilà. Elle va porter plainte contre X pour assassinat et se constitue en partie civile. Maintenant, je veux terminer par là. Oui, Si cet acte est posé, si ce dernier acte de l'Église est posé, l'affaire s'arrête donc au niveau des enquêtes. Les enquêtes vont concerner tout simplement peut-être la justice à son niveau. L'affaire devient une affaire de justice, c'est-à-dire un procès. Voilà qui est dit. Alors, monsieur le directeur, vous parliez des enquêtes qui se poursuivent. On a envie de se demander, les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur les présumés assassins ou alors pour... C'est très simple, Serge. Nous avons les éléments objectifs. On n'analyse pas sur l'abstrait. Prenez, à moins que prenez le dernier communiqué du procureur près les tribunaux, du procureur de la République près les tribunaux du centre. Prenez-le. En noir et blanc, entre les lignes et en clair, c'est dit que les enquêtes se poursuivent. Les perquisitions ont été faites, les personnes ont été arrêtées, les enquêtes se poursuivent. Bien. Je voudrais quand même, si vous permettez, ajouter ce que je veux dire à M. Etoundi. À M. Etoundi, c'est quand même que, en réalité, nous ne mettons pas en doute la compétence des services de police et de justice du pays. Mais ne nous laissez pas croire que le Cameroun ne serait pas le premier si c'était le cas. Je le dis encore, tout ce que j'ai dit c'est au conditionnel. Le Cameroun ne serait pas le premier pays à inventer le crime maquillé. Il y a des affaires comme l'affaire Boulin en France par exemple. C'est une affaire d'État. C'est un ministre qui s'est fait assassiner, dont on a abonné le corps.
C'est des choses qui arrivent dans les démocraties les plus avancées. L'affaire Boulet, c'est même récent. Prenez l'affaire Dreyfus. Voilà, l'affaire Dreyfus. Ou dans l'orange, quelqu'un j'accuse. En fait, ce qui nous amène, nous, à douter, c'est cet aspect. Aller jusqu'au bout. Oui, ce qui nous amène, nous, à douter, c'est cet aspect de la question. Ce n'est pas la compétence des services dont vous parlez. C'est quand même qu'il existe des situations où des crimes ont été maquillés volontairement. On le sait. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas de ce dont vous êtes en train de parler en ce moment. Ce sur quoi on doute, c'est des conclusions. Je pense que les prélats, peut-être sont dans la même position, se disent, bon, ça pourrait cacher quelque chose. Cette enquête, et je pense qu'ils ont des éléments qui leur permettent de le dire. Si après les conclusions, au stade où on parle, on est d'accord que les services compétents ont mené les enquêtes et sont arrivés au stade que vous nous avez décrit si brillamment tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que les prélats, jusqu'à présent, doutent? Non. Peut-être que vous n'avez pas compris. Je complète juste, je vous remets peut-être la parole. Vous n'avez pas compris. J'étais dans une démarche objective et factuelle. Tout à fait, que nous avons parfaitement compris, ce qui était d'ailleurs brillant. Et maintenant, quand vous parlez des enquêtes, personnellement, j'ai remis certaines conclusions en cause. Et fondamentalement, l'expertise occidentale. C'est simple, à moins qu'on prenne souvent certains occidentaux pour venir nous dire que nous sommes des cons, alors qu'en face ils sont des cons, je suis désolé. Lorsque un pêcheur va chercher un corps qui est dans l'eau, est-ce qu'on a encore à se demander si le corps a été noyé? Est-ce que la question se pose encore? Hein, monsieur Stentor? Non, je comprends. Est-ce que la question, que vous allez n'importe où au monde, que vous prenez n'importe quel professeur d'université, n'importe quel agrégé, n'importe qui, est-ce qu'un pêcheur, puisque c'est un pêcheur qui allait jusque-là, un pêcheur qui part prendre un corps dans l'eau, un pêcheur pêche quoi? C'est les poissons, non? Absolument. Les poissons sont dans l'eau, non? S'il prend un corps, le corps est dans l'eau, non? Et le corps qui est dans l'eau n'est pas noyé? Le corps qui est dans l'eau est noyé. Lorsqu'on prend des personnes pour venir nous dire la cause probable, c'est la noyade, c'est une imbécilité inacceptable. S'ils sont partis je suis désolé, et je le dis de manière ferme et solennelle, et je l'assume. Bon, ce que je disais tout à l'heure, tout au moins, c'est les démarches républicaines. Absolument. C'est les procédures républicaines. Tout à fait. C'est des choses qu'on ne peut pas universellement contester. C'est-à-dire que même si l'Église, la conférence épiscopale veut savoir la vérité, elle n'a pas à se faire la vérité dans un état. Tout à fait. C'est-à-dire quoi? Il y a des services elle a fait ce qu'elle a fait, mais maintenant, elle prend acte de la situation avec tous les éléments qu'elle a. Elle prend la voie de la justice. C'est pour ça que j'ai terminé en disant que dès que l'Église, parce que ça reste dans un conditionnel qu'on ne maîtrise pas, d'ailleurs, je précise que le communiqué commis en cette occasion-là est officiel. Ça suppose que même si aujourd'hui cette plainte n'est pas portée, elle sera portée un jour, puisque c'est la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Peut-être ils peuvent s'arrêter à un niveau et dire qu'ils ne portent pas plainte, mais là, leur position officielle actuelle, c'est qu'ils portent plainte contre X pour assassinat. Bien, vous êtes finalement accordé, monsieur Fassi avait un dernier mot sur la question. Je voulais dire également que si on s'en tient à cette analyse qui vient d'être faite, oui, il se trouve, et c'est malheureusement vrai, que les évêques qui sont sortis par la voix de Monseigneur Cléda au départ pour pointer un doigt accusateur sur quelqu'un, parce qu'en dépit de ce que M. est en train de dire, ils ont accusé une structure. Donc cette sortie était précipitée et elle n'a pas dû avoir lieu. Parce que c'est des gens qui disent, bon, on a tué tel, sans avoir, c'est pas moi, attendu les enquêtes. Les conclusions de la justice. Qu'on soit quand même précis. Dans leur premier communiqué. Oui, pas communiqué, oui, disent. Non, leur premier communiqué fait état de ce que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été brutalement assassiné. C'est ce que je dis. Donc, ici, on indexe un X. Ce X-là qui vient maintenant conclure dans leur volonté de porter plainte à X. C'est pour ça que j'ai dit dans mon analyse tout à l'heure. Et puis il demande formellement de trouver, il demande à qui de trouver les responsables du crime. Ouais. Il demande à qui?
il demande à ceux qui en ont la charge. Oui, trouver les responsables du crime. Attends, si je comprends bien, parce que ce qu'il a dit, vous êtes effectivement en train de répéter ce qu'il a dit, parce qu'en fait, ce que dit monsieur Etoudi, c'est que il y a des services dans une république qui sont compétents pour mener des enquêtes. Alors qu'on et c'est attend la donc que les justice. services fassent le travail. C'est normal que le clergé s'adresse à ces personnes qui sont les personnes compétentes dans la Parce qu'il y a un république. problème. Est-ce que vous imaginez, dans un autre pays, hein, j'imagine comme ça aurait pu prendre des tournures extraordinaires. On aurait pu voir des fidèles rentrer du sang dans la rue, casser parce que... Mais attention, même dans ce pays, ça a pris des tournures parce que Donc moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je sais ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Bon, j'ai pas envie de vous interrompre, mais je crois que monsieur, c'est facile. Monsieur Fassi, je crois qu'on ne se comprend pas alors que nous sommes en train de démêler les mêmes écheveaux. Ce qui est clair dans cette affaire, c'est que la position des évêques était une position rationnelle et compréhensible. C'est-à-dire quoi? Elle ne l'est plus? Vous dites elle était? J'ai dit la première, Okay, le premier communiqué. D'accord. C'est que nous nous trouvons dans une affaire de trop. Tout à fait. Nous nous trouvons dans une affaire de trop. Monseigneur Yves Plumet est mort, on n'a rien dit, on a lancé les enquêtes, ça n'a rien donné. Les sœurs de Djoum, même chose. Monseigneur l'abbé Mbassi, l'abbé Angèle Benvin, l'historien. Oui. J'en passe, la liste est longue. On se trouve dans une affaire de trop, mais attendez, si dans votre maison, on vient décimer des gens, des sommités à tout moment, de la même manière, et qu'on n'en dit rien, mais vous n'allez pas rester tranquille. Vous allez sortir, vous aurez quand même cette passion-là, et vous aurez cette fougue-là de demander à ce que justice soit faite. Et puis, quand vous, monsieur Fassi, ou bien monsieur Etoudi, ou bien monsieur Luc Serginan, se trouve dans un état, si vous êtes abusé, vous avez le droit, et c'est légal, et c'est légitime, de demander à l'État de vous rendre vos droits. Tout à fait. Quand Absolument. on pointe le doigt, on dit, monsieur, que la justice soit faite, c'est l'État. C'est l'État. Et moi, je disais, dans la confusion qu'on mêle, c'est pas la présidente de la République qui va venir faire le droit, c'est pas le directeur du cabinet civil, je cite, c'est pas le ministère tel, c'est le ministère de la Justice et le procureur près les tribunaux du centre. Voilà. Parce que même s'il y a un procès qui est enclenché, il sera fait à Bafia, parce que c'est le lieu du crime. Ou du crime, ou du suicide, ou de ce qu'on veut. Bien, voilà qui est dit par M. Etoudi. C'est donc une affaire de trop et les enquêtes se poursuivent. On va parler d'autres choses liées à la même affaire. Acceptons que la plainte vise donc à établir toute la vérité sur cette affaire. Pourquoi n'avoir pas fait appel à un autre spécialiste pour une autopsie au moment où le corps a été reçu par l'évêque? On se pose tout de même cette question. Si les évêques ont vraiment envie de savoir ce qui est arrivé au prélat. Non, je ne suis pas dans l'esprit des évêques, c'est-à-dire que leur démarche est forcément motivée par... C'est une question qu'on peut se poser tout de même. Leur démarche est forcément motivée par quelque chose. Seulement, je note, et il a dit entre les lignes tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je lis entre les lignes, c'est un peu ce qu'il a dit. Il a parlé d'une affaire de trop. Aujourd'hui, on est face à ce qui ressemble à un assassinat, qui pourrait bien être un suicide, je le dis encore, qui pourrait bien être un suicide. Oui. Sauf que, au bout d'une succession d'affaires irressemblantes, notre esprit aujourd'hui est conditionné pour ne plus accepter, même si c'était un suicide, que c'en est un. C'est assez difficile aujourd'hui de dire, après la succession d'affaires similaires qu'on a eues dans le même domaine, c'est assez difficile de demander à notre esprit aujourd'hui de l'accepter comme étant, encore que les conditions nous donnent à imaginer que ça pourrait très bien être un crime. Je veux dire, si un monsieur arrive, enfin, si chez vous, vous perdez, enfin, on vous vole, vous savez qu'on vous a volé, vous avez des éléments pour établir qu'on vous a volé de l'argent un jour, un téléviseur un autre jour. La fois où vous aurez perdu votre porte-monnaie, vous serez porté à croire qu'on l'a encore volé, même s'il était perdu. Parce qu'une succession de choses similaires se sont déroulées devant vous. Et cette fois-là, vous aviez presque la preuve, vous aviez la preuve même que c'était des cas de vol. Alors, M. Etoudi,
une fois le corps issu? N'y avait-il pas cette possibilité pour la famille cléricale de faire appel à un autre spécialiste pour une autre autopsie? Moi, je reste sur le fil de fond de l'analyse, des préalables de l'analyse que j'ai posée tout à l'heure. La presse a posé cette question, mais je crois qu'il y a une nécessité même pour la presse elle-même de souvent mettre en perspective les situations. À défaut de faire un peu de confusion et de vouloir forcément établir un bras de fer entre l'Église et l'État, bras de fer que fatalement, ou peut-être de manière ignorante, je suis peut-être le plus ignorant que moi je ne vois pas établi. Pourquoi? Parce que l'Église est une structure dans un État, donc elle ne peut pas faire le bras de fer avec l'État. L'État, quand on a quand même fait un certain nombre, un certain niveau d'humanité, l'État a le monopole de la violence légale. C'est-à-dire, l'État dans une situation où, par exemple, ses intérêts sont menacés, je parle là entre les lignes, comme disait Stentor tout à l'heure, peut vous mettre dans des situations que vous-même, vous n'arriverez pas à maîtriser. Hein? C'est pour ça que quand on analyse, il faut aller au fond des analyses. Nous sommes dans une situation où préalablement, il y a eu 3 autopsies. Bon, d'une manière ou d'une autre. Il y a eu une première, il y a eu une deuxième, il y a eu une troisième, qui est même une expertise occidentale, je l'ai dit un peu plus haut, que moi je remets en cause. Je la remettrai fondamentalement en cause jusqu'à ce que les mots utilisés soient autre chose. Parce que je vous ai déjà dit ça. Parce que ça choque dans le raisonnement, ça choque dans la... C'est-à-dire l'objectivation des choses. Quand vous pouvez expliquer à quelqu'un qu'une affaire qu'on trouve dans l'eau est probable, noyade, ça ne saute pas. Probabilité, on se trouve dans le domaine de l'aléatoire. Donc ici, vous voulez que l'Église aille chercher les experts qui vont faire l'autopsie au ciel? C'est juste une question, hein? Oui. Au ciel, puisque en national, on a franchi 2 paliers. Hein? À l'international, on a franchi, peut-être qu'on a trouvé les plus grands experts. Parce que Tchokos, quand même, quand je lis dans son répertoire, dans son cursus, c'est quand même un médecin de haut rang, de haut vol dans ce domaine-là, avec son collègue. On va donc aller chercher où maintenant? On envoie l'Église aller chercher, en fait, les évêques, pauvres évêques. Vous voulez les envoyer aller chercher quelle expertise? L'expertise de Jésus-Christ? En tout cas, attendez, dans certaines choses, c'est-à-dire l'expertise... Attendez, non, c'est pas un problème de pauvreté. Oui, c'est d'abord un problème de contexte, de situation. La sagesse, c'est aussi ça. Vous trouvez dans une situation qui est pratiquement déjà confuse. 1, 2 expertises nationales. L'expertise nationale, je n'ai pas la liste là. C'est des professeurs agrégés d'université, hein, les légistes camerounais là, qui ont agi dans cette autopsie là. Alors, ils doivent aller chercher l'autre expertise. Même si les résultats n'ont pas été communiqués. Bon, c'est le processus de l'enquête. Oui. D'ailleurs, voilà une autre interrogation qu'on a posée au procureur. Bah, moi, je ne dis pas à l'État, au procureur, près les tribunaux du centre. Parce qu'il ne faut pas souvent englober ces choses. Il y a des gens dans l'État, dans l'administration qui travaillent suffisamment bien, mais quand on englobe tout, on fait des confusions. Donc, aller chercher où à Bafia. J'ai l'impression que vous avez peur d'indexer l'État. Ces gens représentent l'État quand même. Non. La confusion est une chose qu'il faut éviter. Si vous voulez parler de la justice, vous voyez souvent comment Transparency International, Amnesty travaille. Quand ils font leur rapport, voici la responsabilité de la justice. C'est-à-dire, voici leur indice. Oui. Voici la responsabilité de la police, de tel. Ces corps-là ont leur responsabilité avant de remonter au niveau de l'État. L'État peut influencer parce que la confusion naît de ça. Mais nous sommes à un niveau où vous me parlez d'expertise. Non, raisonnablement, non. Ils vont aller au Vatican? Non. Ici, lorsqu'ils ont déjà dit qu'ils portent plainte contre X, ça suppose quoi? Peut-être qu'il faut aussi qu'on le dise de manière
décisive. On en est en arrivé là. Ça suppose que dans les enquêtes que le gouvernement a menées, le collège d'avocats qu'ils vont commettre va entrer dans ces enquêtes, devra avoir tous les éléments d'enquête. Comprenez, non? Ça suppose quoi? Ça suppose que selon, parce qu'il faut aussi vous dire une chose, quand vous entendez un évêque, j'ai vu un crâne, le crâne cassé, j'ai vu une main torturée, j'ai vu ceci, vous croyez qu'il dit ça gratuitement? C'est des éléments qui ne peuvent être fournis que devant la barre. C'est-à-dire en procès. Nous faisons des analyses sur un plateau. Le tribunal, le plateau, si ce n'est pas un tribunal, il faut faire attention. Tout à fait. Donc, il y a des éléments qui ne peuvent être fournis qu'à la barre. C'est-à-dire que je me constitue partie civile. Ça veut dire que j'ai un ensemble d'éléments et je serai accompagné par le procureur qui fait parce que le juge est là-bas, le magistrat qui est juge est là-bas, l'autre qui est partie civile est procureur ici. Je me ferai accompagner par lui et j'aurai le collège d'avocats. Donc, s'ils ont envisagé ça de cette manière, ça ne sert plus à rien d'aller se perdre que de donner la paix à au prélat qui a déjà assez souffert comme ça, parce qu'on l'a baladé dans tout le monde entier, dans tout le Cameroun. Oui, monsieur Etunji, vous avez encore la parole tout à l'heure. J'ai dit parce que une fois le corps réceptionné, le fait pour la famille cléricale n'avoir pas demandé une autopsie donne l'impression, à une certaine opinion, que la conférence épiscopale nationale du Cameroun sait ce qui s'est passé. Je voudrais dire quelque chose. Par rapport à la question précédente, le fait pour le clergé de n'avoir pas demandé notre autopsie, c'est, il me semble, il s'est dit, eh bien, la justice fera le travail. Et le travail qui est le sien. Et j'ose croire qu'ils ont suffisamment d'arguments, si on s'en tient à leur première sortie d'ailleurs, pour donner à cette phase-là de la justice tout son poids. Parce qu'ils portent plainte. Donc ils vont trouver des voies et moyens, des arguments pour l'emporter. Mais je vais peut-être parler comme au quartier. Allez-y. Le commun pense que très souvent, il y a une certaine complicité entre le pouvoir et l'Église. On le dit malheureusement au quartier. De sorte qu'on a peur que, bon, à un moment donné, même si le procès commence, un temps on nous dise que, bon, et ça revient à votre dernière interrogation, est-ce que le clergé ne sait pas au fond ce qui s'est passé quelque part? Et puis, bon, ben, on va vers une justice qui va tromper celui qui va au fond du quartier connaître la vérité, parce que ce sont des entités qui sont toujours ensemble, et hélas. Non, peut-être avec votre permission. Oui, allez-y très rapidement. Il y a quelque chose qu'il faut. Deux sujets à aborder. Il a dit qu'il va parler comme dans la rue. C'est une chose. Mais nous avons mission, nous avons vocation d'éclairer la rue. La rue n'est pas assez ignorante. La rue a même des choses qu'on ne peut pas voir ici. Tout à fait. Mais maintenant, dans des situations assez complexes et troubles, il faut éclairer. Nous nous trouvons là, et je l'ai déjà dit peut-être 2-3 fois, on n'a pas compris. Nous nous trouvons là dans une situation qui a été saisie par la justice. C'est-à-dire que l'État du Cameroun, dont l'État du Cameroun représenté par les tribunaux du centre, la présidente des tribunaux du centre, s'est saisie du dossier ou s'est auto-saisie par une enquête. N'est-ce pas? Ici, les évêques, même s'ils ont une vérité, même s'ils connaissent la vérité, ne peuvent pas se prononcer ou le dire au-delà du communiqué, du premier communiqué qu'ils avaient fait, c'est-à-dire en indexant que c'est un assassinat d'ailleurs brutal, parce qu'ils ont vu, c'est-à-dire que c'est pour ça que... Mais maintenant, ils ne peuvent pas le dire de manière officielle, parce que dans un État, c'est la justice qui se prononce de cette manière-là. Ils l'ont déjà dit, d'une manière ou d'une autre. Il faut faire comprendre à la rue, même s'il y a, je veux terminer par là, même s'il y a souvent des complicités, même s'il y a souvent eu n'importe quoi, nous nous trouvons quand même dans une affaire que je ne sais pas si c'est la main de Dieu qui est là, qui a tout l'air d'embarquer des gens dans des contradictions, dans des embrouilles, dans des confusions,
où vous sentez que manifestement, peut-être Dieu est en train d'amener ces gens-ci à aller dire la vérité un jour, à aller démontrer la vérité. Parce que quand vous voyez un évêque qui s'est suicidé, quand vous le voyez sortir de l'eau avec les babouches renversées, rien que ces signes-là, qu'on voit à distance, en fait, parce que bon, on a ce que les évêques ont dit, l'ont vu, c'est-à-dire qu'ils ont vu des éléments là sur place, puisqu'ils ont vu, on les a vus prendre le corps qui sortait de l'eau. Mais quand vous voyez rien que ça, un homme, comme il a dit tout à l'heure, Saint-Or, a dit voilà un monsieur, un évêque qui est chez lui, il va aller se suicider. Il pourrait même entrer dans sa chambre et se donner la mort. Maintenant, il prend sa voiture et d'ailleurs, dans les états téléphoniques, on constate qu'une femme l'a appelé à 22h, je crois, 47, quelque chose comme ça, de Yaoundé. On a localisé l'endroit de cette femme-là. Il sort bonnement. Maintenant, il va vers Ebebda. Curieusement, la voiture ne regarde pas la route de Yaoundé. Elle est en train de rentrer vers Ebebda. C'est quand même des bizarreries. Nul autre pareil. Hein? Monsieur Tundi, nous allons poursuivre avec cette émission, certainement avec le deuxième sujet, mais avant de passer au deuxième sujet, on a quand même envie de se demander, quand on sait que c'est une affaire d'église et que le pardon est une exigence chrétienne, y a-t-il pas comme une surprise de voir l'Église porter plainte? Non, mais en fait, on l'avait vu en 1991 lorsque le pape Jean-Paul II avait échappé à un attentat, mais Mémé Ali fut pardonné par le pontife. Oui, mais pardonner, entre le pardon et la justice, il y a quand même un pas. La justice, c'est la justice, le pardon, c'est le pardon. Il faut rétablir la vérité. Oui. On l'a dit tout à l'heure, il y a une succession d'affaires qui sont passés comme ça, sous silence, personne n'a réagi. Aujourd'hui, il est peut-être question pour le clergé de bien faire savoir que ça ne peut pas se poursuivre de cette manière. Il faut qu'on cherche à établir qui a fait quoi. Le pardon n'intervient que quand on établit qui est-ce qu'on pardonne si jamais on ne sait pas qui l'a fait. Tout à fait. Bien, on va donc sortir sur ce sujet. Et même un peu, je ne sais pas pourquoi vous très rapidement, monsieur Tundi. Parce que lorsque le pape a pardonné l'autre, la justice avait déjà fait son travail. C'était deux choses différentes. Le pape vient pardonner après coup. Donc, écoutez Serge, nous sommes quand même dans un pays, osons-nous le dire avec vérité, un peu bizarre, où quand ça devient un peu bizarre, un peu rocambolesque, un peu ténébreux et tout ça, il faut quand même, sinon, attendez, cette affaire n'est pas seulement l'affaire de l'Église. L'affaire de Boko Haram là-bas à l'extrême nord n'est pas seulement l'affaire de l'État. L'affaire de tel qu'on assassine là-bas, c'est l'affaire de la survie et de la vie des Camerounais. Hein? Que ce soit de l'Église ou des Camerounais. Donc, s'il y a manifestement donc acte d'assassinat et non suicide, il faut que les auteurs soient connus et qu'ils répondent de leurs faits, même si maintenant vous voulez les amnistier, non, les pardonner, comme vous êtes en train d'envisager. Oui. Bien, on va donc sortir sur le sujet en retenant que les enquêtes se poursuivent. Si vous en avez convenance, déjà cette transition, et puis nous abordons le deuxième sujet. Je voudrais rappeler que nos téléspectateurs peuvent intervenir en envoyant uniquement des messages au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran, le 695 00 38 42. Si vous nous écrivez de l'extérieur, bien vouloir précéder ce numéro du 237 indicatif du Cameroun. Alors, l'art musical porte la fusion CMC-SOCAM depuis la semaine dernière. Et du coup, Sam Bende, président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation, reprend en main les droits d'auteur et à ce sujet a-t-il déclaré, je cite, « Paul Biya a tranché, il n'y a plus débat ». Alors, la longue période tumultueuse du droit d'auteur de l'art musical, notamment 10 ans, on a envie de dire que c'est une bonne nouvelle, Roguis Tintor? C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont conscience des enjeux, je dirais, parce qu'au bout d'un feuilleton rocambolesque et assez dégradant pour la famille des ayants droit, qui a duré 10 ans quand même, et qui a été marqué par des abus de pouvoir et parfois de la manipulation. La manipulation,
de certaines personnes par d'autres. Quand je dis des personnes, c'est parfois des fonctionnaires, parfois des responsables des sociétés de gestion collective, des administrateurs. Quand au bout de tout ça, on arrive à faire valoir la légalité, qu'on arrive à comprendre ce qu'on essaie de faire comprendre, ce que nous autres essayons de faire comprendre aux gens depuis 10 ans, que seul le respect des règles permettra aux artistes de vivre une période de paix durable. C'est ce que nous essayons de faire comprendre. Aujourd'hui, le président effectivement a frappé le poing sur la table. Combien frappe le poing sur la table? Il faudrait peut-être reprendre l'historique, si vous le permettez. Allez-y, rapidement. Cette dernière affaire, la partie la plus tumultueuse part de ce que lors d'une assemblée générale de la CMC, la ministre Amatou Toumouna, ministre à l'époque, ex-ministre vient créer une autre société qui s'appelle la SOCAM. Allez-y. Je rappelle que l'agrément de la CMC pendant c'est en cours encore, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Elle suspend de manière abusive l'agrément de la CMC qui porte donc plainte. Un procès s'ensuit. Se conclut par 12 décisions de justice de la Cour suprême favorables à la CMC. Que l'État camerounais, représenté par le ministre, refuse obstinément d'appliquer. Le ministre de l'époque, Amatou Toumouna, refuse obstinément d'appliquer. Nous sommes dans une situation où on essaie de faire passer l'État camerounais pour un État voyou. Ça a duré plus de 5 ans quand même. Alors cette ministre, cette même ministre Amatou Toumouna, n'arrivant plus à gérer le monstre qu'elle a créé, écrit au président de la République, qui se saisit donc de l'affaire et se dit, ben, finalement, il faut trouver une solution à cette situation qui devient quand même tumultueuse. Il charge le Premier ministre d'assainir le droit d'auteur, la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. C'est à ce moment que le ministre s'empare du dossier et met les mesures que tout le monde peut constater aujourd'hui, mais en branle les mesures successives qu'on peut voir aujourd'hui. On va peut-être revenir sur l'essentiel de ces mesures. Oui, aujourd'hui, oui, tout à l'heure, on va revenir sur l'essentiel des mesures. Vous parlez là en professionnel, puis vous êtes artiste, musicien. Oui, concerné par ce dossier parce que je le suis de près. Oui. Et je suis membre de la CMC de la SOCAM. Et je dois dire que j'ai vécu avec beaucoup de souffrance cette situation qui a duré 10 ans quand même. Ok, je vais aussi passer la parole à ceux qui ne sont pas du métier, oui, mais qui sont quand même des observateurs avertis de l'actualité camerounaise. Monsieur Fassi, oui, merci, une fusion entre CMC et SOCAM, oui. C'est une bonne nouvelle pour les artistes? C'est une bonne nouvelle, hein. Parce que si, comme on l'a bien dit, le chef de l'État a finalement posé l'acte qu'il fallait qu'il pose pour que le secteur redevienne un secteur viable, moi je dis c'est une bonne chose. Mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre toujours tant de temps pour prendre des décisions? Tout à l'heure, l'artiste a parlé de 10 ans de... Je dirais pas... 10 ans, c'est peu à mon avis. C'est-à-dire c'est beaucoup de temps que les artistes ont parlé sur la dernière minute. 50 ans. Oui, on nomme 30 ans, on nomme une ministre qui vient faire ce qu'elle veut. Tout à l'heure, on parlait même du fait qu'elle n'a pas tenu compte de la décision de la Cour suprême. Tout à l'heure, on parlait de l'État qu'on accuse, qu'elle n'a pas raison d'accuser parce que ces démembrements posent des actes inacceptables. Et dans tout ça, qui en a pâti le plus? C'est l'artiste. Les ayants droit. Écoutez, je ne peux pas... C'est-à-dire ce que je sais des droits d'auteur, musiciens en particulier, parce qu'il y a plusieurs droits, c'est que ce sont des gens qui passent tout le temps à produire, mais qui ne gagnent pas, qui ne gagnent rien de ce qu'ils produisent. Qu'est-ce que l'État? Je reviens à l'État malheureusement, parce que c'est le chef de l'État aujourd'hui qui prend la décision finale pour que les choses... Absolument, qui est sur le Premier ministre d'assainir le... On ne vende pas les produits de ces efforts des artistes-là dans la rue à 100 francs, à 10 francs. C'est un détail, n'est-ce pas? C'est vrai, mais enfin, je parle des problèmes qui se posent chez nous, dans ce secteur-là. Et on n'aurait pas dû attendre tant de temps pour donner à des gens
des pères de famille, des créateurs de joie, des créateurs d'art, la possibilité de vivre de l'art. J'espère simplement que maintenant, les choses vont changer. Parce qu'on a vu dans ce pays des sorties aussi élevées que celle-là, chef de l'État, qui ne donne pas les conclusions qu'on attend. C'est-à-dire qu'après cette décision-là, il y a toujours un ministre qui viendra faire ci, faire ça, et on va rien lui faire. Donc, c'est ça le vrai problème. On a envie de dire, vaut mieux tard que jamais, oui, malgré le retard. Alors, M. Tundi, vous êtes au courant de cette actualité et des tumultes qu'il y a entre les artistes au Cameroun, la fusion entre la Cameroun Music Corporation et la SOCAM, elle peut être une bonne nouvelle pour vous? Avant d'entrer dans ce studio, j'ai suivi l'actualité parce que c'est une actualité qui, manifestement, ça fait au moins 10 ans aujourd'hui que ça dure. Donc, c'est une partie du feuilleton. On espère qu'on arrive à la fin du feuilleton pour que on ne parle plus de confusion. J'ai parlé dans l'autre sujet de confusion à ce niveau et de confusion organisée et souhaitée. Parce que c'est de ça dont il est question. Quand je parlais de l'État tout à l'heure, vous voyez, nous autres, nous ne pouvons analyser que par les faits. Quand je vous disais au premier sujet que ne parlez pas globalement de l'État directement, vous voyez une personne qui est nommée ministre alors que l'État du Cameroun, par l'Assemblée nationale, via le président de la République, c'est-à-dire la loi 2000 a été votée à l'Assemblée nationale, elle a suivi le processus, le président l'a ratifié, les textes d'application sont sortis, c'est connu. Cette loi, l'article 75 alinéa 2, et dit clairement qu'au Cameroun, on ne peut pas avoir deux dans une catégorie, puisque ces affaires-là sont classées en catégorie. On ne peut pas avoir deux entreprises ou deux, comment on les appelle? Deux organismes de gestion collective. Il ne peut être créé. D'ailleurs, le décret d'application le dit, son article 18. Donc, ne peut être créé. Le ministre vient dans ce ministère. Vous avez cité son nom pour des réserves. Parce que des choses comme ça énervent souvent, on peut parler comme au quartier. Je n'ai pas envie de la citer ici, parce que bonne retraite, je ne sais pas si elle va revenir. Mais voilà une personne qui sabote l'État publiquement, c'est-à-dire que devant tout le monde, qui ne fait pas appliquer 12 décisions de justice de la Cour suprême. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Est-ce qu'à ce niveau-là, vous allez encore parler de l'État? J'ai dit non, objectivement, c'est cette personne-là avec son réseau qui a des problèmes. Donc il ne s'agit pas là de l'État. Il s'agit d'une personne qui veut faire appliquer ses intérêts, qui a fait des collusions avec Odile Ngaska, elle-même qui chante son gospel. Je ne sais pas si elle a été inspirée par Jésus-Christ ou par qui, ou elle n'a pas lu ses textes, je suis désolé. Je ne sais pas quel gospel. Son gospel là, s'il y avait l'Esprit Saint là-bas, ça devrait lui dire que dans cette affaire, tu es ouvertement contre l'État. Et l'État, je l'ai dit un peu plus haut, c'est le sacré, c'est le peuple. Donc tu es là, tu chantes pour Dieu, machin truc, mais tu es là manifestement contre le peuple. Ouais. Et on organise ce brouillon comme ça. Il a rappelé dans une assemblée générale avec un cinéma qui n'a pas de nom et on ridiculise l'État. Franchement, pauvre président de la République, Paul Biya. Et maintenant, quand il y a toute cette confusion, les réseaux ne s'entendent plus dans le partage de l'argent. Lui n'a pas envie de dire ça. Moi, je prends la responsabilité. C'est ça le problème, le partage du gombo. Les deux parties, en fait, le bouillon qui est fabriqué avec Odile Ngaska, monsieur, je sais pas, ils sont nombreux là, avec certains affidés du ministère des Arts et de la Culture. Quand finalement ils s'entendent plus dans des questions d'argent, du coup, ça pète dans tous les sens. Et quand ça pète dans tous les sens, on trouve la vacuité. D'abord, Odile Ngaska est déménagée comme une malpropre. Et on comprend qu'il y a vacuité. On comprend qu'il y a vacuité, qu'on a suivi le non-sens, on a suivi le vide. C'est pour ça que dans cette fusion-là,
la lettre que le secrétaire général des services du Premier ministre adresse au ministre des Arts et de la Culture le 24 mai, sur instruction du président de la République, précise que c'est la fusion et que dans cette fusion, la SOCAM est avalée par la CMC. Bon, je Qu'est-ce pas que dit ça veut parce dire? que je pensais qu'on y sera Ça veut dire clairement que la SOCAM n'avait aucune existence juridique et légale. Oui, tout à fait. Donc on a nagé comme, je ne sais pas, peut-être que c'était une cause probable de mort là-bas et qu'il fallait sortir cette affaire dans la vérité. Je fais juste un lien comme ça. Oui. Parce qu'il y a des confusions comme ça que les gens fabriquent où le chef de l'État lui-même n'est pas au courant. Ce qui est curieux, c'est que quand il arrive qu'il est en face d'un dossier comme celui-là, mais c'est tellement confus, c'est tellement irréfléchi, c'est comme si les gens venaient là s'amuser avec la République et l'État du Cameroun. Donc aujourd'hui, raison a été donnée à la loi, force a été donnée à la loi, mais d'une manière pour rassembler les artistes, c'est pour ça. Avec beaucoup de finesse quand même. Avec beaucoup de finesse et de subtilité. On va continuer à parler tout à l'heure. Augustin Thor, vous êtes artiste musicien, vous qui êtes du milieu, vous avez l'impression que dans votre milieu, la nouvelle, elle est très bien accueillie? Forcément, elle sera ravi. Nous, artistes conscients, il a dit tout à l'heure, il y a des gens qui, tout ce temps, ont essayé d'entretenir le chaos. Le chaos a été organisé et entretenu par certaines personnes qu'on connaît, que je ne vais pas citer, je ne suis pas sur ce plateau pour le faire. Toujours est-il qu'il faut savoir, pour répondre à votre question, qu'il y a une part des artistes, nécessairement ceux à qui profitait ce chaos, qui ne seront nécessairement pas contents, mais pour la majorité, ceux qui comprennent où est l'intérêt véritable, quels sont les véritables enjeux, qui savent que chaque fois que les lois seront respectées, tout ira bien pour tout le monde, parce qu'en fait c'est ce qu'il faut dire. Quand les lois sont galvaudées, quand on peut faire ce qu'on veut de la loi, il arrive ce qu'on a vu sous la précédente ministre, qui pourrait arriver encore avec le nouveau ministre si on n'y prête pas attention, parce que quand même une série de faits sont en train de se dérouler sous nos yeux, que nous sommes obligés de dénoncer avec la dernière énergie. Le nouveau ministre est, à mon avis, aujourd'hui en train d'essayer. Malheureusement pour lui, ça va être difficile parce que la nouvelle réglementation, quand même, l'empêche d'aller aussi loin que son prédécesseur. Il est en train d'accumuler aujourd'hui un certain nombre de faits étranges. Il pose des actes aujourd'hui que je qualifie d'étranges parce qu'ils sont en opposition avec les recommandations de sa hiérarchie. Je dois vous dire que la fusion SOCAM-CMC est contenue, est couchée sur un arrêté du Premier ministre. Dans le cadre des mesures d'assainissement recommandées par le président de la République. Pour assainir, il dit, il faut revenir à la légalité. La légalité, comme il le disait tout à l'heure, c'est quoi? C'est dire, d'accord, on ne peut pas. L'État camerounais est conscient d'avoir créé illégalement la SOCAM. Il y a eu DOL, c'était une assemblée de la CMC. Donc il y a déjà DOL, il y a un retrait abusif d'agrément parce que ça n'a pas suivi la procédure, ainsi de suite. La Cour suprême tranche, ainsi de suite, on n'a pas appliqué la décision. Ok. La CMC aujourd'hui, aux yeux du Cameroun, est la seule société légale. Il existe cependant une société parallèle qui s'appelle la SOCAM, qui a posé des actes de gestion même si elle était illégale, qui a donc posé des actes de droit, parce qu'il y a un passif qui a été créé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Les employés de la SOCAM qui effectivement travaillaient, qui n'ont pas été payés pendant toute cette période, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une situation de droit qui a été créée. Il faut gérer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une fusion CMC-SOCAM, ça aboutit à la même chose que réhabiliter la SOCAM parce qu'il s'agit d'une fusion par absorption du nom, du répertoire, du passif, de l'actif de la SOCAM par la CMC. Ce qui veut dire qu'on revient à la CMC sans le dire clairement. Justice est peut-être faite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que le ministre de la Culture actuel, Monsieur Mouele Kombi, commet un communiqué en opposition avec votre correspondant qui l'a fait récemment, commet un communiqué qui va à l'encontre d'un arrêté du Premier ministre et qui s'oppose à la correspondance du 24 mai dont tu parlais tout à l'heure. La correspondance du secrétaire général au service du Premier ministère qui demande instamment au ministre de la Justice de mettre en application
les mesures qui passent par la fusion, les mesures d'assainissement qui passent par la fusion de la CMC et de la SOCAM pour la catégorie B de l'art musical. Justement, Rogis Tintor, c'est intéressant, à la catégorie B et art musical, les très hautes instructions du président de la République prescrivent la fusion de la CMC et de la SOCAM. Elle doit se traduire par la fusion et l'absorption du répertoire des actifs, du passif et du nom de la SOCAM par la CMC. Oui. On a envie de dire qu'il s'agit de la victoire de la CMC sur la SOCAM. Non, il s'agit de la victoire. On s'intéresse juste au thème. Oui. Fusion et absorption. Oui, il s'agit de la victoire des artistes. La CMC est une entité morale qui appartient à tous les artistes. Tous les artistes, nous sommes membres de la CMC, nous sommes membres de la SOCAM. Aujourd'hui, c'est l'état de droit qui triomphe. On revient à la légalité, en réalité. On revient à la légalité. C'est tardif peut-être, comme l'a dit M. Fassi tout à l'heure, c'est tardif et tout le monde l'admet, trop au bout de 10 ans quand même. C'est tardif, mais il faut reconnaître que l'état de droit aujourd'hui triomphe. Moi, je pense qu'il était en train de dire quelque chose de très intéressant là, où le ministre Narcisse Mouele Kombi sera en opposition avec le processus de fusion régulière ou légale de cette fusion. Donc, je crois que comme il est du corps, peut-être qu'il reviendra lui-même de relever ça, parce que ce communiqué est passé de manière, il a été lu à la CRTV et il a été lu un peu partout. En fait, ce que vous avez là, c'est un peu curieux. Cela, ça c'est aussi vrai, mais maintenant, est-ce que le ministre va s'en sortir? La question, ce sera difficile. Grosse interrogation. Ce sera difficile. Je vais vous étonner parce que j'ai pour vous une sorte de scoop. C'est quelque chose de tellement grotesque que j'ai tenu à amener ici ce courrier. Vous vous rendez compte que le communiqué, déjà, je dois vous dire, nous le savons tous, c'est-à-dire que j'ai en face de moi quelqu'un d'assez rien qui sait très bien. Un communiqué ne s'opposera et ne remettra jamais en question un document aussi officiel qu'un arrêté. C'est un communiqué. Chaque Camerounais peut faire un communiqué. Mais d'où ce communiqué tire-t-il sa force? C'est là que je vais vous étonner. Vous vous rendez compte? J'ai apporté ces documents qui veut retracer l'historique. Excusez-moi. Ça prendra 5 minutes rapidement. Si le temps nous est imparti. Voilà. Il y a eu une réunion interministérielle où la parole a été donnée au ministre de la Culture, des arts et de la culture, pour qu'il dise quels étaient les problèmes qu'il rencontrait dans le cadre des mesures d'assainissement. Il dit en effet que lui, il a de la peine à implémenter les instructions liées à la catégorie B, c'est-à-dire acter la fusion, SOCAM, CMC. On lui demande, on lui dit, on ne peut pas revenir sur les prescriptions du chef de l'État, elles sont déjà là. Qu'est-ce que tu proposes, toi, pour implémenter plus facilement ce qu'on t'a prescrit, ce qui a été prescrit? Alors lui, en réponse, bon, il n'a pas répondu rapidement parce que vous avez ici une lettre qui date du 18, non ça c'est du 19 du directeur du cabinet, mais ça c'est le scoop. Je commence par celle-ci qui est celle du... Rapidement. Non. Le secrétaire général au service du Premier ministère. Le ministre ici écrit au secrétaire général du service du Premier ministère pour préciser quelles étaient, on lui a demandé à lui de dire quelles étaient les propositions qu'il faisait. Il propose donc un certain nombre de choses, parmi lesquelles la fusion SOCAM-CMC pour les pays. Il reconnaît bien ici la fusion SOCAM-CMC dans ses propositions. Mais cette lettre que vous voyez, qui date du 18 juillet, n'arrive curieusement pas à qui de droit, c'est-à-dire au secrétaire général des services du Premier ministère. Comprenez bien ce que je veux dire. Elle n'arrive pas chez lui. Le secrétaire général, attendant justement ces propositions, écrit au ministre des Arts, de la part du Premier ministre. Le Premier ministre me charge de vous demander de me donner les propositions, de nous donner les propositions qu'on vous a demandé, qu'on attend. Parce que lui n'est pas au courant que le ministre a déjà envoyé un courrier. Le courrier arrive au cabinet
c'était ça. Au cabinet civil du Premier ministre. Le directeur du cabinet civil répond en lieu et place du secrétaire général du Premier ministre. Et voici le document. Ça, c'est quelque chose de... Nous allons le lire, Vous allez le lire. Le directeur du cabinet civil répond au ministre. Non, le directeur du cabinet du Premier ministre. Du secrétariat du Premier ministre. Voilà. Le directeur du cabinet, justement, répond au ministre de la Culture. C'est sur cette base. Peut-être qu'il a été délégué. Délégué par le Premier ministre. Nous savons tous qui de la part du Premier ministre, c'est le SGPM qui s'en occupe. Bien, Rogui. On contrôle le SGPM pour aller voir le directeur du cabinet. Donc en réalité, la fusion SOCAM-CMC aujourd'hui est remise en cause sur haute instruction du directeur du cabinet, tenez-vous tranquille. Du Premier ministre. Du Premier ministre. Des services du secrétariat du Premier ministre. C'est le secrétariat du Premier ministre. Mais c'est un scandale administratif. C'est un scandale administratif. Il faut le dire pour le déplorer. Ok, il faut que dire, Rogui, rapidement. Monsieur Fassion va passer au troisième sujet. Nous avons dit que... Vous avez raison de rire parce que... Non, je vous parlais de l'État tout à l'heure. Je n'ai pas parlé de l'État de manière globale. Monsieur Fassion, la Nous parole. avons applaudi la décision qui tombe 10 ans après pour dire que les choses vont se passer. Mais ça dit avec tantôt qu'on peut craindre que les choses ne changent pas fondamentalement pour les artistes. Est-ce qu'il faut craindre avec ce problème que vous posez? Ça m'étonnerait. Je crois que M. Etondi sera d'accord avec moi qu'il s'agit des derniers soubresauts parce qu'il est clair aujourd'hui que le ministre veut à tout prix sa société à lui. Mais il l'a dit tout à l'heure, il existe un article dans la loi Oyono, la loi 2000 d'Oyono. Cet article, c'est l'article 75. Cet article-là dit que il ne peut être créé, article 75 alinéa 2, il ne peut être créé qu'une société par catégorie. Et dans l'arrêté, dans le décret du Premier ministre mettant justement, disposant de la modalité d'application de la loi 2000, il est dit, cet article est reprécisé. Oui. Il ne peut être créé, et il est modifié par le décret du 21 septembre 2016. Parce que celui-là, c'est le 25 septembre 2015, mais le 21 septembre 2016, il a été modifié et complété. En son article 10, ce décret dit ceci: il ne peut être créé une nouvelle société dans une catégorie que si la société existante a été dissoute, suivant les règles et procédures en vigueur. Bien, Rogui. Rogui, vous l'avez déjà dit. À quoi peut-on s'attendre? À quoi peut-on s'attendre au cours de l'Assemblée générale de fusion prévue le 28 juillet prochain, surtout que Sam Bendé qu'on ne puisse se présenter? Bon, je dois d'abord préciser que ce qui s'est déroulé au Diodia Palace était la signature d'un projet de traité de fusion. Ouais. C'était pas la fusion proprement dite, parce que la fusion sera actée en assemblée, en assemblée générale. Dans le communiqué du ministre qui a interdit l'assemblée de fusion SOCAM-CMC, ici encore il faut voyer une fois de plus, parce qu'il faut comprendre que la CMC a convoqué une assemblée générale. C'est la CMC qui convoque son assemblée générale, c'est pas une assemblée générale de fusion, encore qu'elle a proposé une date pour cette assemblée. On ne peut pas annuler une chose on ne peut pas annuler une proposition. Dans son communiqué, il dit qu'il annule une assemblée. La CMC, qui est une société qui existe véritablement, a le droit de convoquer une assemblée. Cette assemblée, nous, à la CMC, maintenons la date de cette assemblée au 28. Il faut que ce soit le sous-préfet qui est compétent en la matière qui nous l'interdise. Bien, Rogui Sentor, on retient que c'est la lutte du gombo qui continue comme ça. Pour certains peut-être, mais moi sur ce plateau, je dois vous dire que ça a d'ailleurs pu étonner les uns et les autres. Moi, je mets une activité parallèle qui me permet peut-être de... Mais on m'a proposé un poste d'administrateur que j'ai refusé. Que j'ai refusé. Moi, je suis pour que règne. Honnêtement, quand on sera sorti de cette histoire, vous vous rendrez compte que la gestion collective n'est qu'un épiphénomène. Les véritables problèmes des artistes se trouvent ailleurs. Croyez-moi, qu'est-ce qu'elle vous rapporte? Une chanson qu'on a jouée pendant... Au bout de 3 mois, vous aurez peut-être 150 000, 200 000 francs. C'est ça vos ambitions en tant qu'artiste? Non. Je pense qu'un artiste aujourd'hui devrait se battre. Enfin... Le ministre de la Culture, au lieu de s'intéresser à ce que tu vas appeler gombo, parce qu'effectivement, apparemment, c'est ça qui les motive, devrait s'intéresser à faire comme ce convoyeur, mettre sur place des politiques efficientes pour ouvrir la culture camerounaise aujourd'hui à l'international, nous arrimer aux standards internationaux. Aujourd'hui, on a besoin de ça.
Ok Rogi, voilà qui est dit, vivement que la sérénité revienne dans la maison. Ah, nous le souhaitons tous. Alors nous allons, je vais vous suggérer une courte respiration avec cette transition et on va aborder le troisième sujet de ce numéro de Retromag. Alors, pour la grande fête du football africain, le Cameroun de Roger Milla, des Tofis et bien d'autres avait été désigné par la CAF pour abriter cette compétition. 2019, c'est pour demain et jusqu'ici, les infrastructures semblent ne pas répondre aux exigences de la CAF. Alors, une question simple, le Cameroun pourra-t-il être prêt en 2019? Nul ne peut le dire. Si j'étais architecte, si j'étais un spécialiste en construire un bâtiment, je le dirais. Toujours est-il que on a l'impression, je dis bien, on est le citoyen lambda, on a l'impression, et d'après ce que disent certains experts aujourd'hui, que nous sommes quand même en retard par rapport aux objectifs. Ça, on le dit. Serons-nous prêts? Je ne saurais le dire. Il y a lieu de s'inquiéter. Je dis il y a lieu de s'inquiéter. Bon, le Cameroun, diront certains, le Cameroun, c'est le Cameroun. On ne sait jamais. On a bon espoir. On voudrait que cette compétition se déroule chez nous. On le souhaite vraiment fort. Mais honnêtement, mon avis, c'est que si on n'est pas sûr de pouvoir y arriver, autant le dire à temps pour que ça aille ailleurs. Bon, je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Je vais vous permettre de suivre d'abord ces interventions, ces sorties, celle de l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, Samuela Isopi, suivie de celle de Ismaël Bidounkpat, ministre des Sports et de l'Éducation physique, avec l'aide de la réalisation. On a entendu parler de questions sur lesquelles je pense qu'il faut vraiment des clarifications. On a entendu parler des problèmes judiciaires de la société italienne en Italie. Ce sont des informations totalement fausses. On a entendu parler de quoi encore? Du matériel provisoire, que les stades seraient faits en matériel provisoire, c'est-à-dire qu'on vient ici, on monte et après on démonte. Là aussi, je suis très heureuse de vous dire que cette information aussi est totalement fausse et qu'aujourd'hui, on va vous expliquer quelles sont les techniques de construction de cet ouvrage. Ce n'est pas seulement le stade, c'est un complexe total. Mais mon message, c'est qu'on est là pour vous. On n'a rien caché. C'est un projet important pour le pays, pour l'opinion publique. C'est important d'informer l'opinion publique, mais il faut le faire d'une façon correcte et professionnelle. Le fait qu'on fait une bonne partie du projet en Italie, ça vous donne des avantages en point de vue de planning, qui ont déjà bien mis en liste, mais aussi, et je vais répéter peut-être les mots de Michel, ça va donner un produit beaucoup mieux que si ça s'est fait sur place. Pour la durabilité du projet dans le futur, c'est sûr ça va survivre beaucoup plus longtemps qu'un stade qui va se construire complètement sur place. Aucune mission de la CAF faisant état d'un quelconque retard sur les préparatifs de la CAN Cameroun 2019 n'a été réalisée. La première mission d'inspection est prévue au Cameroun dans quelques semaines. Je tiens d'ailleurs à préciser que les missions de la CAF, contrairement à une certaine opinion, ne sont pas effectuées pour des besoins de sanctions. Il s'agit des occasions d'échange et de concertation qui permettent de réajuster tant que nécessaire les stratégies permettant d'assurer le succès des activités. Alors
Alors c'était l'ambassadeur d'Italie, Samuela Isopi, qui est d'ailleurs en fin de séjour au Cameroun, qui s'exprimait sur l'état des lieux de la construction du stade de Lembe, stade Paul Biya, et Ismaël Pierre Bidonpat, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Une réaction après ces éléments, M. Etunji? Non, les deux responsables, la diplomate, elle est dans son rôle. Le ministre Pierre-Ismaël Bidonpat est aussi dans son rôle. Je dois rappeler que les deux communications arrivent après la semaine dernière, une semaine où la presse a pris à charge le problème dans tous les sens et dans toutes les directions. Et on a eu aussi des informations venaient dans tous les sens sur la tenue de l'Assemblée générale de la CAF. Et donc, voyant que l'organisation de la CAN était presque hypothéquée, surtout dans cette affaire du stade Olembe, tout à fait, ça a justifié la sortie de Madame l'ambassadrice. Mais elle a dit quelque chose qui, peut-être que c'est à son niveau qu'il faudrait bien informer. Parce que la presse qui parle d'emprisonnement des responsables de l'entreprise ne dit pas faux. Ils ont des problèmes avec la justice italienne, ils sont en prison. Vous allez le dire seulement, ça n'empêche pas l'entreprise de travailler parce que c'est des gens qui sont en délicatesse avec la justice italienne. J'ai pratiquement recoupé de Bologne à Piaci, là où l'entreprise est basée. Ces deux messieurs sont en prison, ça c'est clair. Mais maintenant, ce qu'elle dit, que la presse doit informer de manière professionnelle, c'est aussi une chose que la presse fait parce que peut-être la presse n'a pas eu, c'est-à-dire n'a pas eu l'impression que les populations sont informées. Oui. Si la presse ne l'avait pas dit, beaucoup ne sauraient pas que le stade Olembe était préfabriqué. Donc, nous devons dire quand même, lorsque nous parlons sur la place du monde, lorsque nous agissons d'une certaine manière, peut-être une certaine presse fait des choses de manière intentionnelle en cherchant un certain nombre de choses, mais les informations sont là. Le stade est préfabriqué. Peut-être ça va gagner en temps, oui. Mais maintenant, je n'ai pas l'impression que le comment, comme disait M. Fassi tout à l'heure, l'homme de la rue était au courant de cette affaire. C'est peut-être ça, c'est ça qui choque beaucoup plus. Bien, M. Tundi, on a envie de dire, Roby Sainton avec M. Fassi, on l'a vu lors de la CAN 2016, la CAN féminine. Oui. On a l'impression que le Cameroun attend toujours les dernières minutes. Tout à fait. Et ce sera d'autant plus compliqué parce que pendant la dernière assemblée à la CAF, de la CAF dont parlait M. Tundi, à moins que je me sois trompé sur l'information, le nombre de clubs participants passe de 16 à 24. Oui. C'est encore pour parler, nous dit-on. Oui. Si c'est donc ça, la proposition a été faite. La proposition a été faite par l'Assemblée générale, mais elle doit être entérinée par très bien. Même si elle restait à 16, même si ça restait à 16, le nombre de participants. Vous avez raison quand vous dites que dans ce pays, on attend la dernière minute pour faire des choses. Avec l'habitude qui est passée, selon laquelle c'est quand on est au dos, quand on est dos au mur qu'on réagit. Mais c'est pas possible. Cela fait 30 ans en une minute qu'on aurait dû avoir des stades chez nous. Il nous reste 3 minutes. Nous sommes allés à la Coupe du Monde 5 fois. C'était l'occasion de faire des stades. C'est curieux qu'aujourd'hui, le Gabon, c'est pas moi, le Tchad, nous tutoient en termes de stades à construire chez nous. Et qu'on attende 1 an avant une compétition comme celle-là pour faire les stades. Donc je dis, j'ai bien peur. On espère que ce sera fait, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Ok, vivement que ce soit fait. Roby Sainton, en 1 minute, le temps nous est imparti. Vous avez l'impression qu'on attend toute la dernière minute au Cameroun? Ah oui, ça c'est quelque chose qui se répète. Si on ne le dit pas, c'est qu'on est aveugle. Le Cameroun a pris pour habitude justement de faire toutes les choses. Il a parlé d'actions quand on est dos au mur, justement. On attend d'être dos au mur. Il est arrivé que ça nous réussisse, qu'on s'en sorte. La CAN féminine a été un succès, on peut le dire. Mais est-ce que ce sera toujours le cas? Est-ce que ce sera toujours le cas objectivement? On a le droit de penser qu'au moins 2, 3 ou 4
4 fois sur 5, on ira droit à l'échec. Bien, voilà qui est dit, madame, monsieur, chers téléspectateurs. C'est ici que prend fin cette édition de Rétromark. Je vous remercie. Je vais commencer par la partie technique qui nous a assisté au cours de toute cette émission et vous les panélistes qui avez édifié nos téléspectateurs. Retrouvez cette émission sur www.gbs.tv.net et sur YouTube. Rediffusion tous les dimanches 10h. Merci.